Il restait encore quelques petits détails à démonter sur le châssis pour pouvoir l'enlever, comme le frein à main, qu'on voit ici. Il était retenu avec 4 vis de l'intérieur sous le volant. Et à l'extérieur, dans le compartiment moteur, il entre dans une espèce de goupille qu'il faut enlever. Et il faut enlever aussi ce ressort qui maintient la tige en position tendue. Ensuite, il faut que j'enlève le pédalier. Et pour ça, je voulais d'abord vider le liquide de frein. Il a été remplacé il n'y a pas si longtemps, on voit bien qu'il est clair, on voit même à travers. Et donc, avec une seringue, je vide le tout dans un récipient que j'ai disposé en dessous pour récupérer le liquide justement. Une fois le récipient vide, je démonte les 2 écrous qui retiennent le maître-cylindre de frein et qui par la même occasion retiennent le pédalier à la carrosserie. Le pédalier commence à bouger, mais il reste encore l'embrayage à déconnecter. Pour déconnecter le câble d'embrayage, j'ai suivi, comme d'habitude, des tutos. Dans les tutos, ils disent d'enfoncer la goupille du câble à l'intérieur de son tendeur pour pouvoir la détendre et retirer le câble d'embrayage. Et chez moi, ça marche pas. J'ai essayé dans tous les sens, j'ai essayé de taper dessus, j'ai essayé de l'écarter, ça marche pas. Je sais pas si ça vient du modèle de la voiture, si ça vient du câble, ou si ça vient même de la dernière personne qui a remplacé le câble d'embrayage. En tout cas, j'y arrive pas du tout. Donc, j'ai contourné le problème et j'ai décidé d'enlever tout le support de l'embrayage pour pouvoir le libérer. Donc voilà tout ce que j'ai enlevé. Pour l'avant de la voiture, c'est bon, il nous reste l'arrière de la voiture et il faut démonter les éléments du réservoir d'essence. Le réservoir est retenu par 2 vis derrière et une à l'avant. Et c'est celle-là qu'il faut enlever parce qu'elle retient aussi le châssis. Il ne faut pas non plus oublier le collier en métal qui relie le tuyau de remplissage du réservoir à la paroi de la carrosserie. Et une fois qu'on a enlevé les 21 vis qui relient la coque au châssis, le châssis peut enfin s'enlever. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Maintenant la coque se décolle toute seule. Elle n'est pas si lourde que ça et elle n'est pas trop collée, donc j'arrive à l'enlever tout seul et sans outil. Le tout c'est de la décoller une première fois et après ça sera plus facile pour la retirer. Parfois, le châssis et la coque restent collés avec un joint. Il faut réchauffer avec un chalumeau ou avec un décapant thermique pour pouvoir dilater ce joint-là et le découper avec un cutter. Dans mon cas, c'était pas nécessaire et je vais pas m'en plaindre. Pour pouvoir envoyer le tout chez le carrossier, j'ai encore besoin de démonter les garnitures des portières et du haillon. Donc je commence par enlever la garniture intérieure avec un tournevis. Ce sont juste des clips qui sont directement clipsés dans la portière. On les fait sauter et la garniture s'enlève. Après ça, on enlève le mécanisme de la poignée. C'est une tige qui vient courir tout le long, qu'on dévisse et qu'on peut retirer. Voilà, donc ça c'est la poignée de l'intérieur. On appuie dessus et elle vient faire tourner le loquet qui est tout au bout de cette tige. Ensuite, on vient enlever le loquet avec un tournevis ou une visseuse. Par la même occasion, la poignée de l'extérieur se retire. Et ensuite, on s'attaque au joint qui fait le tour de la porte. Mes joints sont pas trop dégueulasses, donc je vais essayer d'y aller doucement, histoire de les récupérer. Mais je pense que c'est peine perdue parce qu'il y a des endroits avec de la colle où je suis obligé de déchirer un bout du joint. Donc ça, je pense que je suis bien parti pour en racheter. Une fois qu'on en a fini avec le joint, sur les premiers modèles, il y avait aussi une baguette chromée qui vient faire le tour de la voiture, et donc sur les portières aussi. Elle tient avec 3 clips,
et après avec une pince, j'enlève ces clips en plastique. Après j'attaque le plus dur, et le plus dur dans une portière de 4L de première génération, c'est le cadre de la vitre. Je vous explique, le cadre qui fait le tour de la vitre est en métal, la portière est en métal, et elles sont reliées l'une à l'autre avec des vis en métal. À votre avis, qu'est-ce qui se passe au bout de 50 ans? Eh bah, c'est complètement rouillé. Et ça a pas raté, donc j'ai bien galéré à les enlever. Les vis sont introduites à l'intérieur du sillon dans lequel la vitre vient se glisser, et il faut les dévisser. Donc les vis du haut, ça va encore, elles n'étaient pas trop rouillées. Par contre, les vis du bas, la crasse, plus la rouille, plus l'eau qui a stagné, j'arrivais même pas à les voir. Après, tant bien que mal, j'ai réussi à enlever le cadre, mais en le cassant, parce que de toute manière, il était complètement rouillé en bas. Et il restait encore les fameuses vis qu'il fallait enlever. Sauf que les têtes de vis n'existaient plus, et donc j'ai fait appel à l'une de mes meilleures amies pour m'aider sur ce coup-là, la meuleuse. Et donc j'ai coupé directement les têtes des vis pour pouvoir libérer les parties du cadre auxquelles je pouvais pas accéder. Là, maintenant que j'ai enlevé la caisse du châssis et que tout est prêt, je vais envoyer ça chez le carrossier. Enfin, c'est ce que je me suis dit au début. Après, je voulais aussi apprendre à faire un peu de carrosserie et un peu de tôlerie. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon exercice d'apprendre à redresser un peu les bosses, de chasser tout ce qui est rouille de surface, etc. Sans rentrer dans les finitions, mais au moins préparer la carrosserie à être envoyée chez le carrossier. Je vais vous raconter où est-ce que j'en suis de la restauration, ce qu'il me reste à faire. On va parler bien entendu budget, argent, combien ça nous a coûté et quelles sont les estimations du prix total de la restauration. Mais aussi, en plus de toutes les étapes de la restauration que je vous ai montrées dans les épisodes précédents, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas racontées. Les bonnes surprises, les mauvaises surprises qu'on a eues sur la voiture, où est-ce qu'on en est jusqu'à présent. Déjà, j'espère que vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor. Principalement parce qu'il fait très froid dans le garage. Et faire une vidéo sur plusieurs heures, c'est juste intenable fin de décembre. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de changer mon fond et de rajouter un peu plus de lumière. Donc là, on est au max de ce qu'on sait faire. On a mis 5 lumières en tout, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire si on veut avoir des vues et des abonnés. On va commencer par le point le plus important. L'argent, le budget, combien ça nous a coûté. Jusqu'à présent, on en est à 5000 €. Dans ces 5000 € là, j'ai compté les 1500 € d'achat de la voiture. J'ai aussi compté ce qu'elle m'a coûté en carte grise et en assurance jusqu'à maintenant, à peu près 300 €. Mais aussi les outils que j'ai achetés pour la restauration et que j'avais pas. Par exemple, le compressiomètre, la clé dynamométrique, la ponceuse, etc. Il faut rajouter à ça le consommable. Le consommable, c'est quoi? C'est la peinture, c'est la craie, c'est le mastic, c'est le papier de verre et surtout, le nettoyant frein. Si vous avez déjà restauré une voiture, vous savez que le nettoyant frein, c'est quelque chose d'indispensable, surtout quand on travaille sur la partie moteur, boîte et le châssis berceau au niveau du moteur. C'est hyper gras, il y a beaucoup d'huile, beaucoup d'essence, donc le nettoyant frein nous permet d'enlever tout ça très rapidement parce qu'il y a un jet dans la bombe. Et au niveau du budget, il faut aussi rajouter les pièces neuves et les pièces de carrosserie que j'ai achetées en plus. J'ai acheté les 4L avant et arrière, j'ai acheté un capot neuf et je suis tombé par hasard dans une brocante sur un haillon que j'ai acheté 20 €. Mais par contre, quand je l'ai envoyé chez le carrossier, il m'a dit qu'il était irrécupérable ou alors qu'il y avait beaucoup trop de boulot pour reprendre les formes, donc on en a racheté encore un autre qui nous a coûté lui 100 €. Je pense que j'aurais pu trouver moins cher, mais dans le rush, elle était déjà chez le carrossier. C'était la meilleure des solutions. Au niveau carrosserie, il y a aussi la pièce que je cherchais depuis un moment et que j'ai fini par trouver, c'est la calandre. Pour ceux qui savent pas comment ça se passe pour une calandre deuxième génération de 4L, elle est juste introuvable. Et quand on en trouve, il y a soit des refabrications en plastique ou en espèce de dérivé de plastique, ou alors c'est des annonces Le Bon Coin ou eBay avec des calandres complètement tapées, complètement ravagées, un peu tordues dans tous les sens et où il manque une des 3 pièces. Donc les pièces c'est 1 la calandre, 2 la grille et 3 le petit logo Renault. Et sur Le Bon Coin, on en trouve certaines entre 150 et 350 €. Sur une 4L, c'est un peu abusé. J'ai fini par trouver la perle rare qui coûte pas si cher que ça et qui est totalement d'origine sur une annonce Le Bon Coin. Heureusement que la personne avait écrit pas de paiement en ligne et pas d'expédition. Et il était très formel. Sauf que le problème, c'est qu'il habitait à 50 km à côté de Clermont-Ferrand. Vous allez me dire, personne n'habite à 50 km à côté de Clermont-Ferrand. Eh ben figurez-vous que si, j'ai un ami qui habite exactement à 50 km à côté de Clermont-Ferrand. Du coup, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé d'aller récupérer la calandre pour moi. Combien j'ai payé cette calandre d'origine ?
45 €. Ce qui est le prix d'une calandre de première ou de troisième génération de 4L finalement. Donc, j'ai pas de jugement sur les refabrications. Par contre, les mecs qui vendent des calandres d'origine à 350 €, faut redescendre un peu. C'est une calandre de 4L, pas de Maserati, hein. Et le dernier point du budget, c'est la carrosserie. J'ai trouvé un carrossier sympa, pas trop cher, et la peinture m'a coûté 2200 €. Elle aurait pu me coûter un peu plus, mais par contre je l'avais vachement avancé en enlevant tout ce qui est rouille, en passant une première couche d'anti-rouille d'après, et j'avais déjà récupéré quelques points au mastic. Il n'y avait pas de rouille perforante ni sur le châssis ni sur la carrosserie, c'était vraiment du mastic de finition parce que j'avais fini de redresser quelques bosses. D'ailleurs, je vous en parlerai dans le prochain épisode, en 2022, de la restauration. Au moment où je vous parle, la carrosserie est encore chez le carrossier. Elle est terminée, mais il est en vacances. Donc on attend. Mais j'ai fini par choisir ce que vous m'avez proposé en termes de couleur, et à savoir l'espèce de bleu clair. Sauf que quand on cherche un peu plus sur les différentes nuances de bleu ou d'autres couleurs de la 4L, on tombe forcément sur le blog La 4L de Sylvie avec ses différentes nuances. Apparemment, certaines nuances ne ressemblent pas totalement aux images. D'ailleurs, dans un forum, j'ai lu que par exemple le bleu 409 n'était pas le même un peu partout. J'ai fait quand même le test, j'ai choisi de la peindre en bleu 409. Le bleu 409, c'est ce bleu un peu clair, gris, mélangé avec un peu de blanc. C'est du bleu Nardo de 1965 en fait. Et j'ai envoyé la référence au carrossier. Il a directement trouvé exactement la même teinte que celle qui est sur le blog La 4L de Sylvie. Donc en tout cas, sur cette peinture-là, c'est la bonne couleur. Donc avec tout ça, elle m'a coûté pour l'instant 5000 €. Je pense qu'elle va me coûter encore 2500 à 3000 € pour acheter toutes les pièces au niveau du remontage. Je vous rappelle quand même que je dois acheter les joints de pare-brise, les joints de porte, les cadres de porte en métal, l'embrayage, forcément tous les joints moteurs. Faut que je refasse la crémaillère, faut que je refasse entièrement tout l'allumage. Sur l'allumage, j'ai décidé de rien toucher et de refaire tout comme l'original. Donc je vais repartir avec une batterie 6 volts avec un allumage classique d'époque. Et je vais pas le remplacer par un allumage électronique. Et pareil pour les freins, je garde les 4 freins tambours d'origine et je vais pas mettre des freins à disque dessus. C'est un choix que j'ai fait de rester identique à l'original et de pas faire un rétrofit sur certains éléments parce que c'était l'objectif du projet justement et il faut pas s'écarter de l'objectif. Et après on va voir si on a besoin d'encore aligner un peu d'argent pour tout ce qui est carburation ou intérieur. Ah oui, il y a aussi les sièges avant que j'ai pas encore acheté et il faut que j'achète les housses. Et les housses apparemment ça coûte aux alentours de 300 € aussi. J'espère que ça va coûter aux alentours de 8000 €, c'était le budget initial. En tout cas, si ça coûte moins cher, ça sera pas de beaucoup. Maintenant, pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette voiture vaut justement les 8000 € que j'ai mis dedans ou pas. Ça serait quand même vachement décevant. Au niveau du timing, j'avais prévu à peu près 5-6 mois, mais si vous avez déjà restauré une voiture, vous savez qu'il faut jamais se fier à l'estimation de temps qu'on a fait au début. Là, on en est déjà au 6e mois de restauration et il reste à peu près 3 mois pour le remontage. Je viens de faire la même erreur d'estimation en fait. Donc non, 6 mois c'était trop court, surtout quand j'ai été obligé de faire une partie de la carrosserie moi-même. Ça aurait peut-être pris moins de temps si j'avais déjà tout envoyé dès le départ. Mais ça fait quand même une expérience en plus et maintenant je sais qu'il faut jamais le faire. Au niveau du châssis et du moteur, ils sont actuellement dans le garage, je suis encore dessus. J'ai sorti le moteur sans chèvre, mais par contre je vais être obligé de le remettre avec une chèvre. Dessus je vais refaire l'embrayage principalement, mais je vais aussi faire un réglage des culbuteurs. Je vais ouvrir le carter pour voir s'il y a beaucoup de métal qui s'est posé et s'il y a beaucoup de résidus au niveau du filtre à huile. Et je vais aussi ouvrir le compartiment de la distribution pour voir si elle a besoin d'être refaite ou s'il y a quelque chose qui cloche. Je finirai par faire une peinture du châssis et du moteur et de les remettre, le tout dans les règles de l'art avec une chèvre. Pour les bonnes surprises et les mauvaises surprises que j'ai eues jusqu'à présent, faut que je vous rappelle que la voiture, c'était une première main. Donc généralement, les premières mains sont recherchées parce qu'elles n'ont pas beaucoup changé de propriétaire et ont eu plus ou moins le même mode de conduite du début jusqu'à la fin. Mais par contre, il y a le revers de la médaille. Une voiture première main est généralement réparée, mais vu son âge, elle devient un peu rafistolée. Par exemple, celle que j'ai achetée, c'est une première main. Par contre, quand la calandre a cassé, l'ancien propriétaire l'a remplacée par
par une calandre actuelle parce qu'il voulait pas mettre justement 300 € dans une calandre. Pareil pour les sièges. J'imagine que les sièges ont été ruinés, mais ils coûtent tellement cher qu'il a préféré mettre une banquette à la place. Et c'était comme ça pour absolument tout. Conclusion, les voitures première main, c'est vraiment qui tout double. Aujourd'hui, je suis mitigé. D'un côté, je suis content de la voir partir pour se faire une petite beauté et revenir toute neuve. Mais d'un autre côté, c'est la dernière fois que je la vois dans cet état et avec cette peinture d'origine. C'est le petit moment nostalgie. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme travaux sur la carrosserie avant de pouvoir l'envoyer en peinture. Et surtout, on va attaquer le dépouillage du moteur et de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir enfin l'enlever du châssis. Alors côté carrosserie déjà, une fois que j'ai dissocié la carrosserie du châssis, je l'ai mise sur le côté sur un matelas gonflable, histoire de pas trop l'abîmer. Et j'ai refait tout le dessous. La première étape, c'était d'enlever avec une meuleuse et une ponceuse toute la rouille qu'il y avait en dessous, la rouille de surface bien entendu. Et après ça, j'ai passé 2 couches d'anti-rouille et 2 couches d'anti-gravillon. L'anti-gravillon, c'est cette peinture noire qui, comme son nom l'indique, est faite pour résister au gravillon. Elle est un peu plus épaisse qu'une peinture normale et quand elle se prend des coups, elle résiste un peu plus. Ensuite, je me suis essayé à la tôlerie. Et très sincèrement, c'était pas une réussite. Certes, j'ai réussi à enlever tous les points de rouille qu'il y a sur la carrosserie, mais c'est au moment de rectifier les bosses que ça se complique. Alors j'ai acheté un petit kit avec plusieurs marteaux et plusieurs cales pour essayer un peu de redresser tout ça. J'ai suivi énormément de tutos dans tous les sens comme d'habitude. Et j'ai un scoop pour vous, on s'improvise pas carrossier. Autant sur la mécanique, ça se résume à serrer et desserrer des vis, avec un peu d'intelligence bien sûr, mais au niveau carrosserie, c'est vraiment un coup de main à avoir et on s'improvise pas carrossier du jour au lendemain. Résultat, sur certaines parties, j'ai réussi à bien m'en sortir. Mais sur d'autres, c'est très moche, donc ça sera le carrossier qui va récupérer tout ça. Je n'ai évidemment pas de tuto ou de vidéo à vous montrer sur comment j'ai refait la carrosserie, parce que non seulement je suis pas pro, et j'allais plus vous montrer des bêtises qu'autre chose. Mais c'était principalement du masticage et du ponçage, des fines couches de mastic pour pouvoir récupérer les bosses et du ponçage pendant 1 mois et demi. C'est vraiment quelque chose qui a failli me dégoûter de la restauration parce que on va passer une semaine à mastiquer et poncer un élément de carrosserie, genre une aile ou une portière. On va travailler des journées entières à mastiquer, poncer, et quand on pense que c'est bon, on met une couche d'après et là on voit tous les défauts. Rebelote, on mastique, on ponce, on mastique, on ponce. Ça m'a vraiment pris 1 mois et demi, un peu plus. Je travaillais évidemment pas sur la 4L tous les jours, donc c'était 2 ou 3 heures par-ci par-là dans la semaine ou dans le week-end. Mais à la fin, pour vous dire, voilà à quel point j'étais motivé. Jour 1000, j'ai enlevé un capuchon en plastique. Alors j'ai aussi acheté quelques éléments de carrosserie, notamment le haillon, les ailes et le capot. Le haillon, c'est un haillon d'origine qui vient d'une 4L donneuse de 1969, mais le capot et les ailes, j'ai préféré les acheter neufs. Enfin neufs en refabrication. Le problème, quand on achète des pièces neuves, il y a ce qu'on appelle un problème d'ajustement. Ça veut dire que les trous de fixation qui sont sur l'aile que vous avez acheté ne sont pas au même endroit que les trous de fixation qui sont sur la carrosserie que vous avez. Donc il va falloir les positionner avant, refaire les trous dans certains cas, etc. Je suis d'accord avec vous, moi aussi je trouve ça hyper abusé d'acheter des pièces et de devoir ensuite les réajuster. Une fois que j'ai reçu l'ensemble des pièces que j'avais commandées et que j'en avais fini avec la rouille et le débosselage, j'ai appelé le carrossier pour qu'il vienne chercher la voiture. Pour aider au chargement, j'ai aussi fait appel à un ami, Tristan, qui a la chaîne YouTube d'Ibalprod. Je vous mets le lien en description, allez voir, c'est intéressant et surtout bien fait. La carrosserie va partir pendant 1 mois, le temps que le carrossier fasse les réparations et qu'il applique une nouvelle peinture. 1 mois, c'est long. Mais pour donner un coup de jeune au châssis, sortir le moteur, le réviser et le remettre sur le châssis avant que la carrosserie n'arrive,
Un mois, c'est très court. Parce que je tenais absolument à terminer le moteur et le châssis avant que la carrosserie revienne, comme ça j'ai pas à la poser par terre et je la mets directement sur le châssis le jour où ils viennent me la ramener. Pour l'instant, voilà ce qui reste dans le garage. Le châssis et le moteur. Donc je perds pas de temps et je commence directement à démonter les éléments périphériques au moteur pour que je puisse enfin le sortir. Premièrement, je dois mettre le faisceau électrique à terre. Pour ça, je dois débrancher tous les câbles reliés aux différents éléments du moteur, à commencer par la bobine. Comme d'habitude, mon conseil c'est, si vous ne voulez pas vous taper des kilomètres de schéma électrique sur la RTA ou autre, il faut absolument prendre des photos et noter l'emplacement de tous les fils. Ensuite, j'enlève le câble positif de la batterie de son emplacement derrière le cache de distribution. Et pour finir, j'enlève les fils qui vont au maître cylindre de frein et le gros câble du démarreur. À ce moment précis, tu flippes. Et tu te dis, non mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais vraiment pouvoir rebrancher tout le faisceau électrique? Après ça, je m'attaque à la tuyauterie, les durites du radiateur, celle du haut avec le thermostat, ensuite celle du bas qui donne le retour au radiateur. Tout ça est fixé avec des colliers en métal. Ensuite, il reste les deux plus longues durites de part et d'autre du moteur, c'est celle qui relie le radiateur au chauffage de la voiture à l'intérieur de l'habitacle. Et pour finir, la durite qui va du carburateur au cache-culbuteur. Voilà, terminé pour les durites, maintenant on passe aux éléments périphériques du moteur et on commence par la bobine. La bobine, c'est ce qui va donner du jus à notre allumage. J'enlève complètement le support de la bobine pour me simplifier la vie. Je dévisse après le câble de la masse qui va du bloc moteur à la batterie. C'est le COS négatif. Et il est assez galère à avoir avec une clé plate. Bon, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas utilisé une clé à cliquer ou une visseuse. Et pas parce que je retrouve pas ma putain de douille de 15, petit malin. Après la bobine, c'est au tour de la pompe à essence. Elle tient avec des écrous de chaque côté. On remet bien les écrous à leur place pour ne rien perdre, et on passe après à l'allumeur. L'allumeur, c'est une pièce maîtresse, parce que c'est la pièce qui distribue l'étincelle aux bougies. Le problème, c'est qu'elle doit être alignée d'une certaine façon à ce que l'étincelle se fasse au moment où le cylindre concerné par cette étincelle va se refermer. L'étincelle doit arriver entre l'étape de compression et l'étape d'explosion d'un moteur à 4 temps. Normalement, on doit prendre note pour se rappeler du calage actuel de l'allumeur par rapport au vilebrequin, mais je vais pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que vu le son qu'elle faisait avant que je commence à la restaurer, déjà je suis pas sûr que l'allumage était calé pile poil. Donc je vais le refaire de toute façon. Et la deuxième raison, c'est que comme ça, je pourrais vous montrer comment je cale un allumage par rapport au vilebrequin avec juste une lampe témoin fabriquée à la maison et non pas avec une lampe stroboscopique. Voilà, déjà on y voit un peu plus clair. Mais je refuse d'en rester là pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'un mois ça passe très vite, surtout quand on ne peut pas travailler sur la voiture tous les jours et à n'importe quelle heure. Donc je continue avec le collecteur d'échappement et d'admission. Ce sont des tuyaux en métal sur lesquels repose le carburateur. Les tuyaux d'admission font entrer l'air et l'essence dans les cylindres et les tuyaux d'échappement, comme leur nom l'indique, font sortir les gaz brûlés du cylindre vers le pot d'échappement. Donc ces quatre-là, c'est de l'échappement. D'ailleurs, on voit le résidu de carbone dessus. Et les deux autres, c'est l'admission. Maintenant, c'est au tour du tendeur de la courroie de ventilo. Il y a un premier gros écrou à desserrer pour détendre la courroie. Ensuite, on enlève le support du tendeur qui, lui, vient tenir sur la culasse avec trois petits écrous. J'ai un peu galéré à sortir la courroie, sans doute la fatigue. Mais j'ai quand même réussi à démonter ce satané tendeur.